Et au début de notre rencontre, de notre conversation, j'aimerais remercier pour le travail intense aux intérêts de la Russie et de notre peuple. Avec cette équipe élargie, nous nous sommes réunis en novembre 2021 et depuis, on a eu beaucoup de tournants vraiment qui ont défini le destin dans notre pays comme dans le monde entier. Donc, je considère important de donner l'estimation à l'état actuel dans les relations, dans les affaires régionales et globales, et aussi fixer les tâches devant le ministère des Affaires étrangères, parce qu'ils visent tous le même objectif, c'est de créer les conditions pour un développement durable et stable du pays, pour assurer sa sécurité et augmenter la prospérité et du bien-être des familles russes. Et le travail dans ce domaine, dans les réalités qui changent extrêmement vite, exige de plus d'efforts de notre part, parce que nous devons réagir non seulement aux défis actuels, mais aussi créer notre propre agenda à long terme, en commun avec les partenaires, proposer et discuter dans le cadre d'une discussion ouverte et fructueuse les hypothèses de solution des questions fondamentales qui préoccupent non seulement nous, mais aussi toute la communauté internationale. Je tiens à souligner que le monde change extrêmement vite. Ça va se passer comme par le passé, ni dans l'économie, ni au niveau de la compétitivité globale. De plus en plus de pays essaient de renforcer la souveraineté, l'autonomie et l'identité culturelle et nationale. Et maintenant, nous voyons apparaître sur l'avant-scène les pays du Sud global et de l'Afrique. Aussi, nous voyons le rôle croissant de l'Amérique latine. Mais aujourd'hui, le dynamisme est complètement différent. Et ce que nous remarquons, parce que aussi les cadences de transformation en Eurasie ont changé, où nous réalisons de nombreux projets d'intégration à large échelle. Aujourd'hui, nous voyons former des contours de l'ordre mondial multipolaire. C'est un processus objectif qui montre la variété multiethnique et culturelle qui, malgré toutes les tentatives artificielles, parce que c'est indigène pour les êtres humains. Ces transformations profondes, systémiques, nous inspirent un espoir parce que les principes de la multipolarité, aussi multifacette des affaires internationales avec le respect du droit international, prévoit aussi la possibilité de résoudre ensemble les problèmes les plus épineux pour construire les relations mutuellement avantageuses, la coopération avec les États souverains aux intérêts des peuples et ce qui correspond aux aspirations de la majorité des pays du monde. Et nous voyons, grâce à l'intérêt croissant par rapport à l'association universelle comme BRICS, qui est basée sur une culture à part, sur un dialogue de confiance, sur l'égalité souveraine des participants et le respect des uns des autres. Et dans le cadre de notre présidence au niveau des BRICS, nous allons favoriser aussi l'intégration des participants des BRICS dans le cadre de notre association. Et j'aimerais demander au gouvernement et au ministère des Affaires étrangères de l'assurer pour que, au sommet d'octobre des BRICS, nous puissions promouvoir cette approche dans le domaine des finances, de la science, de la culture, dans les sports et aussi dans les relations humanitaires. Dans l'ensemble, je pense que le potentiel des BRICS permettra de devenir des institutions clé qui va jouer le rôle central. Et les discussions internationales sur les paramètres de coopération des gouvernements dans le cadre de la démocratisation de toutes les relations se passent actuellement. Déjà, avec nos collègues de la CEU, nous avons déjà agréé, nous avons adopté ensemble un document sur les relations internationales dans un monde multipolaire. Nous avons invité nos partenaires à nous joindre sur différentes plateformes dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai et aussi au niveau des BRICS. Nous avons l'intérêt à ce que ce dialogue évolue dans le cadre aussi des Nations Unies, surtout par rapport
un sujet vital comme la création du système de la sécurité indivisible. Autrement dit, ça veut dire le respect du principe selon lequel la sécurité des zones ne peut pas être assurée au détriment des autres. Et dans ce contexte, je rappelle qu'à la fin du XXe siècle, après une confrontation idéologique, la communauté internationale a eu une chance unique de construire un ordre unique de la sécurité internationale, ce qui n'a pas nécessité vraiment beaucoup d'approches. Il suffit juste d'écouter les opinions de toutes les parties prenantes et y prendre en considération. Notre pays visait ce travail fructueux et constructif de ce type-là, mais par contre, une autre approche à dominer. Les pays occidentaux, guidés par les États-Unis, ont pensé qu'ils avaient remporté la victoire dans la guerre froide et ils ont décidé de construire eux-mêmes le monde et l'ordre mondial. Ce qui a résulté en projet l'expansion de l'OTAN et qui n'est pas limitée au niveau des territoires et au niveau du temps, sauf qu'il y avait beaucoup d'autres idées pour assurer la sécurité en Europe. Malgré toutes nos questions, ils nous ont toujours répondu par des prétextes comme quoi personne ne veut attaquer la Russie et par contre, l'expansion de l'OTAN ne se fait pas contre la Russie et toutes les promesses qu'ils ont données à l'Union soviétique et après à la Russie à la fin de 1980, au début de 1990, de ne pas inclure de nouveaux adhérents à l'Alliance ont été bien oubliés. Et même s'ils se les rappellent juste avec une rire, ils ont dit que ces promesses ont été orales et n'étaient pas obligeantes. Et déjà, dans les années 1990, nous avons déjà sensibilisé sur l'approche erronée des élites occidentales et nous avons tout simplement critiqué, mais nous avons proposé des solutions concrètes et constructives pour que tout le monde soit arrangé par les mécanismes de la sécurité européenne et internationale. Juste la liste, énumération des initiatives avancées par la Russie ne va pas prendre un seul paragraphe. Il suffit de se rappeler l'idée sur le traité de la sécurité européenne que nous avons déjà proposé à l'époque en 1980 et les mêmes questions ont été abordées dans les mémorandums du ministère des Affaires étrangères transmis aux États-Unis et à l'OTAN en décembre 2021. Mais quand même, toutes nos tentatives et surtout nos nombreuses tentatives que je ne peux pas énumérer de convaincre nos interlocuteurs, toutes nos promesses de notre côté n'ont jamais eu aucune réponse. Les pays occidentaux étant sûrs de leur justesse, mais plutôt de leur force, de leur possibilité d'imposer leur volonté au monde entier, ils ont tout simplement ignoré les opinions des autres. Dans le meilleur des cas, ils ont juste proposé de discuter des questions secondaires ou les sujets qui étaient exclusivement intéressants pour l'Occident. Mais quand même, il est devenu assez évident que tout ce qui a été proclamé par l'Occident comme la seule approche unique en Europe et dans le monde entier ne fonctionne pas. Il suffit de se rappeler la tragédie dans les Balkans. Bien sûr, il y avait des problèmes de l'ex-Yougoslavie qui se sont aggravés à cause de l'intervention de l'extérieur. Et déjà, à l'époque, on a vu apparaître le principe clé de l'OTAN. Ça veut dire qu'il n'est pas fructueux, surtout dans le cadre des conflits. C'est juste d'accuser l'une des parties de tous les péchés et de la presser par la force politique, médiatique, par les restrictions et les sanctions. Et par la suite, les mêmes approches ont été utilisées dans différents coins du monde entier, ce que nous connaissons en Irak, en Syrie, en Libye, en Afghanistan. Et ces tentatives n'ont jamais apporté rien, sauf aggraver les problèmes existants, les destins cassés des millions de gens, la destruction des États, l'élargissement des foyers, des crises humanitaires, des enclaves terroristes. En fait, aucun pays n'est pas assuré
de ne pas être inclus dans cette triste liste. Actuellement, l'Occident essaye de s'ingérer dans les affaires du Proche-Orient et le résultat est évident, clair pour tout le monde entier. Dans le Caucase du Sud, en Asie centrale, et il y a deux ans, au cours du sommet de l'OTAN à Madrid, ils ont déclaré que l'OTAN va s'occuper des questions de la sécurité, non seulement dans le domaine eurasiatique, mais aussi dans l'Asie-Pacifique. Il est évident que derrière, il y a des tentatives d'augmenter la pression sur les pays de cette région qu'ils ont essayé d'endiguer. Et l'un des premiers pays qui se trouve dans cette liste à presser, c'est la Russie, c'est notre pays. En fait, c'est Washington qui a sapé la sécurité globale quand il s'est retiré du traité l'INF en ce qui concerne le ciel vert. Et en commun avec leurs satellites otaniens, ils ont détruit un système qui s'est installé pendant plusieurs décennies qui garantissait la sécurité en Europe. Et finalement, l'égoïsme et l'arrogance des États occidentaux ont résultat à une donne extrêmement dangereuse. Nous sommes vraiment très proches du point de non-retour et les tentatives de porter la défaite stratégique à la Russie qui a des arsenaux, des armes stratégiques montrent vraiment une approche insérieuse des hommes politiques occidentaux parce qu'ils sont vraiment ils sont sûrs de leur exclusivité, la confiance en leur force. Et le premier et le deuxième peut en résulter en tragédie. Il est évident que nous témoignons l'échec du système de la sécurité euro-atlantique parce qu'en fait, il n'existe plus. Il faut la créer à partir de zéro et ça exige de notre part, avec tous nos partenaires, avec tous les pays intéressés qui sont nombreux, de préparer nos propres hypothèses pour garantir la sécurité en Eurasie et proposer ces solutions pour une discussion globale. Et ce que j'ai demandé dans mon discours à l'Assemblée fédérale pour que, dans les plus brefs délais, nous pourrions formuler le contour de la sécurité égale et indivisible sur la base de la coopération mutuellement respectueuse et avantageuse. Et sur la base de quels principes nous devons le faire? Tout d'abord, nous devons favoriser le dialogue avec tous les participants éventuels à cette sécurité. Et tout d'abord, je demande d'étudier cette question avec tous ceux qui sont ouverts pour la coopération avec la Russie. Pendant la visite en République populaire de Chine, nous avons discuté des problèmes avec le président de la République populaire de Chine, son Excellence Xi Jinping. Et la proposition russe ne contredit pas, mais complète plutôt les principes de l'initiative chinoise dans le domaine de la sécurité globale. Deuxièmement, nous devons partir du principe que le futur de l'architecture de la sécurité est ouverte à tous les pays eurasiatiques qui aimeraient participer à sa construction. Ce qui veut dire pour tout le monde que pour les pays européens et les pays otaniens aussi, parce que nous habitons le même continent et malgré tout ce qui se passe, nous ne pouvons pas changer de la géographie. D'une telle ou telle façon, nous serons obligés de coexister et co-travailler ensemble. Oui, les relations entre la Russie et l'Union européenne et avec certains États occidentaux et européens ont dégradé. Et ce que j'ai déjà souligné à plusieurs reprises, ce n'est pas par notre erreur, parce que la campagne propagande où les hommes politiques de haut niveau européen est complétée par des allégations comme quoi la Russie s'apprête à attaquer la Russie. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, et dans cette salle, il ne suffit pas de répéter parce que nous comprenons très bien que c'est de n'importe quoi. C'est juste un délire, c'est juste la justification de la course aux armements. Et dans ce contexte, je vais me permettre de faire un petit aparté. La menace pour l'Europe part pas et provient pas de la Russie. La menace principale pour les Européens se trouve dans l'indépendance pratiquement totale par rapport aux États-Unis dans le domaine militaire, idéologique et médiatique. L'Europe se retrouve plutôt déjà sur les côtés du développement international qui a des problèmes comme le chaos des
et ils perdent l'identité culturelle. Parfois, et on a le sentiment que les dirigeants politiques et les représentants de la bureaucratie européenne ont vraiment peur de ne plus bénéficier de la confiance de Washington par rapport à leur population. Et les dernières élections au Parlement européen le démontrent parce que, en fait, les hommes politiques européens, ils voient la rougeâterie, l'autre cuidance, et les Washington juste les utilise à leurs propres intérêts en les obligeant à acheter leur gaz beaucoup plus cher, qui est plus cher de 4 fois en euros par rapport aux États-Unis. Comme par exemple, ils exigent de la part des pays européens d'intensifier les livraisons des armes à l'Ukraine et partout il n'y a que des exigences. Et en plus, ils imposent les sanctions contre eux, contre les opérateurs économiques en Europe. Ils imposent sans aucune modestie. Et maintenant, nous voyons leur pression dans la demande d'intensifier les livraisons des obus d'artillerie pour l'Ukraine. Mais en fait, quand le conflit s'achèvera en Ukraine, qui est-ce qui aura besoin de ces obus d'artillerie? Comment est-ce que ça pourrait garantir la sécurité en Europe? Pour moi, ce n'est pas clair, parce que les Américains eux-mêmes investissent dans les technologies du futur, de demain, dans l'espace, dans les drones, dans les systèmes d'attaque sur les nouveaux principes physiques, ça veut dire dans les domaines qui vont définir le caractère de la lutte armée, et ça veut dire le potentiel militaire des puissances, surtout leur position dans le monde entier. Et pour les autres, ils disent investissez de l'argent où nous avons besoin, mais en fait, ça ne fait pas agrandir le potentiel européen. Peut-être, peu importe, peut-être c'est bien pour nous, mais par contre, c'est une tendance évidente. Si l'Europe veut rester en tant qu'un centre autonome des pôles multiethniques, culturels, politiques du monde entier, il doit avoir de bonnes relations amicales avec la Russie. Et nous y sommes prêts. En fait, pour cette chose tout à fait évidente, cette chose a été bien comprise par les hommes politiques de l'échelle de toute l'Europe et du monde entier qui étaient patriotes de leur pays, qui réfléchissaient dans les catégories historiques, mais pas les statistes qui suivent la volonté des autres. Et Charles de Gaulle en a parlé beaucoup après la guerre. Je me rappelle qu'en 1991, au cours de la conversation à laquelle j'ai participé, le chancelier Helmut Kohl a souligné l'importance du partenariat entre l'Europe et la Russie. Et j'espère que les nouvelles générations des hommes politiques européens vont revenir à cette approche par rapport aux États-Unis. Les tentatives sans cesse de promouvoir les intérêts des élites globalistes, de promouvoir leur idéologie dans le monde entier pour préserver leur statut impérial, leur domination, ne fait que juste faire épuiser le pays et mène le pays à sa dégradation et commence à devenir en opposition à les intérêts indigènes du peuple américain qui se basent sur leur propre exclusivité. Sinon, les relations internationales seraient déjà stables. Troisièmement, pour promouvoir l'idée du système de la sécurité européenne, il faut intensifier le processus de dialogue entre les associations multipartites qui fonctionnent en Eurasie. Tout d'abord, je parle de l'Union des États, de la sécurité indivisible, je parle de l'Union économique eurasiatique, je parle de la CEI, je parle de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et nous voyons la perspective, si ces processus soient soutenus par les autres associations d'importance de l'Asie et du Pacifique jusqu'au Sud. Quatrièmement, nous pensons que c'est déjà l'heure de commencer la discussion multipartite des garanties à la sécurité collective en Eurasie. En plus, dans la perspective, nous devons agir dans le but de réduire la présence militaire des puissances européennes en Asie eurasiatique parce que nous comprenons que
Actuellement, cette thèse ne pourrait pas paraître réaliste, mais c'est juste actuellement. Mais si nous construisons un système stable de sécurité au futur, la présence des contingents militaires dans ces conditions ne serait pas nécessaire. Et déjà, à vrai dire, il n'y a aucun besoin parce qu'il ne s'agit plutôt qu'une occupation de leur part. Et finalement, nous pensons que les États et les organismes doivent définir eux-mêmes des mécanismes concrets dans le cadre de la sécurité de tout le monde est indivisible. Nous partons du principe que nous devons construire nous-mêmes le fonctionnement des institutions, des mécanismes, des accords qui pourraient servir aux intérêts de tout le monde, de l'évolution globale. Dans ce contexte, je soutiens l'initiative de nos amis biélorusses d'élaborer un document de programme comme la charte les principes de la coexistence à 21e siècle, où nous pouvons formuler les principes de fonctionnement sur la base des normes internationales. Et plutôt, il s'agit d'une vision partagée par tout le monde de la multipolarité comme la base des relations internationales qui change le monde centré sur l'Occident. Et je pense qu'il est extrêmement important d'élaborer ce document avec nos partenaires et tous les pays intéressés. Et j'aimerais rajouter qu'au cours de discussions de ces questions d'ensemble complexes, et bien sûr, il faut avoir une très bonne représentation compte tenu de différentes approches. Cinquièmement, une grande partie importante de la sécurité eurasiatique de la sécurité doit prévoir la résolution des questions économiques et l'intégration aux intérêts mutuellement avantageux dans le but de résoudre en commun les problèmes de la pauvreté climatique, de la pauvreté pour prévoir les mécanismes pour réagir en cas de crise, parce que l'Occident, par ses actions, a non seulement sapé la stabilité mondiale par les sanctions, par les guerres commerciales, il a juste affaibli le fonctionnement des institutions clés, sans parler de la Banque internationale et mondiale et de Fonds monétaire international, en essayant d'endiguer l'évolution du Sud global, déjà en perdant au niveau de la compétitivité, déjà sans respecter les règles qui ont été inventé par l'Occident en imposant tous les procédés de protectionnisme parce qu'en fait, les États-Unis ont refusé de l'Organisation mondiale du commerce. Ils ont tout bloqué, tous les mécanismes. Ils pressent non seulement leurs concurrents, mais aussi leurs satellites. Il suffit de regarder comment ils agissent et comment ils extraite des milliards de l'économie romaine parce que les pays occidentaux ont gelé les avoirs et les réserves russes et maintenant ils sont en train de réfléchir pour trouver quelques bases juridiques pour s'en emparer finalement. Mais malgré toutes ces approches, malgré tout ce vol restera toujours le vol. Et bien sûr, ce sera à punir parce que, mais cette question est plus profonde. Et s'ils volent les avoirs russes, ils vont faire encore un pas vers la destruction du système qui a été créé par eux-mêmes et qui, pendant plusieurs décennies, a fonctionné leur prospérité, qui a permis de consommer plus par rapport à ce qu'ils ont gagné à travers les obligations et engagements, de faire investir de l'argent de la part des pays du monde entier. Et maintenant, il devient évident pour les fonds indépendants des États souverains que maintenant, ils ne sont plus sécurisés ni sur le plan juridique ou financier. Et les autres, dans la liste des avoirs à confisquer, peu importe, peut se retrouver dans cette liste parce que ces fonds des États indépendants puissent se retrouver dans cette situation où ils vont perdre ces actifs. Aujourd'hui, nous voyons l'évolution, la croissance de la méfiance et nous voyons la sortie des investissements dans les avoirs européens et aussi dans quelques banques européennes qui ont récemment considéré comme un endroit sûr pour assurer la préservation de l'or. Parce que nous pensons qu'il faut intensifier le travail sur la base des mécanismes multipartis. En fait, il faut
partir du principe qu'il faut élargir les transactions en devise nationale, en l'instauration pour contourner les chaînes de transactions qui ont été contournées par l'Occident. Nous devons promouvoir les transports et les corridors, les couloirs de transport en Eurasie, où la Russie joue un rôle central. Et au niveau du ministère des Affaires étrangères, je demande de favoriser ces accords dans tous ces domaines, parce qu'ils sont extrêmement importants dans le but de consolider la coopération économique de notre pays et de nos partenaires. Donc, une nouvelle impulsion doit être donnée à la construction d'un grand partenariat eurasiatique qui pourrait devenir une base sociale et politique de la sécurité indivisible en Europe. Chers collègues, le sens de nos propositions, c'est d'élaborer un tel système où tous les États seraient sûrs de leur propre sécurité. Donc, dans ce cas, nous serons capables d'aborder de la façon constructive et résoudre les nombreux conflits qui existent actuellement, parce que le problème de la pénurie, de la sécurité et de la confiance mutuelle concerne non seulement le continent européen, parce que nous voyons l'aggravation croissante partout et nous le voyons constamment. Et en fait, l'exemple tragique c'est la crise ukrainienne qui résulte en répercussions dans le monde entier. Mais la crise liée avec l'Ukraine, ce n'est pas un conflit entre les deux États. Et ce n'est pas un conflit de deux États, surtout de deux peuples suscités par quelques problèmes entre eux. Si c'était le cas, ce serait évident que les Russes et les Ukrainiens, qui sont réunis par l'histoire commune, la culture, les valeurs spirituelles, les millions des relations de famille, ont pu trouver la résolution pour résoudre de la façon pacifique toutes les divergences. Mais en fait, la donne est différente parce que les racines de ce conflit ne se trouvent pas dans les relations bilatérales, parce que les événements en Ukraine, c'est un résultat direct de l'évolution européenne à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, de cette politique aventure arrogante de l'Occident qui a mené pendant ces nombreuses années, bien avant le début de l'opération militaire spéciale, parce que les élites de ces États occidentaux, comme j'ai déjà dit, après la fin de la guerre froide, ils ont pris la course ou la transformation géopolitique du monde entier pour imposer ce qu'ils appellent l'ordre basé sur les règles, où les puissances souveraines autonomes ne puissent pas s'inscrire. Et la politique d'endiguer un pays comme le nôtre sont dictées ouvertement par certains hommes politiques en Europe et aux États-Unis, parce qu'ils parlent de la décolonisation, entre guillemets, de la Russie, parce que c'est une tentative de prévoir notre patrie pour la défragmenter, ce qu'ils ont essayé de faire avec l'Union soviétique, et tous ceux qui assis dans cette salle le connaissent très bien. Et en faisant la promotion de cette stratégie, les pays occidentaux ont décidé de s'emparer des territoires. Maintenant, nous avons vu voir 5, déjà 6 vagues d'extension de l'OTAN, où ils ont essayé de transformer l'Ukraine en tête de pont pour la rendre contre la Russie. Dans ce but, ils ont investi de l'argent, ils ont acheté des hommes politiques, vraiment des partis politiques, ils ont réécrit les programmes et ils ont cultivé des groupements néo-nazis, des radicaux. Ils ont fait tout pour saper nos liens interétatiques pour assurer la bagarre entre nous. Et c'est le sud-est de l'Ukraine qui a empêché de mener cette politique des territoires qui ont resté pendant plusieurs décennies de la grande Russie, parce qu'il y a toujours des gens qui vivent là-bas, qui vivent après la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine en 1991, qui ont agi pour les relations plus étroites avec notre pays, parce que les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens et les autres représentants de différentes ethnies, de différentes cultures qui ont été réunies par l'histoire et par les mémoires d'histoire. Et les yeux de ces gens-là, de ces millions de gens qui habitent le sud-est de l'Ukraine, ils ont été
obligé les présidents ukrainiens de l'époque et surtout les hommes politiques qui ont battu pour occuper ce poste parce qu'ils ont bénéficié des voix de ces électeurs. Ils ont bénéficié, ils ont profité de ces millions de gens. Ils ont parlé de soi-disant choix européen, mais ils n'ont pas voulu faire diviser complètement les relations parce que le sud-est de l'Ukraine visait une autre approche parce que cette bipolarité qui était présente au pouvoir des autorités ukrainiennes pendant toutes les années après la proclamation de l'indépendance. Évidemment, l'Occident a vu tout cela, tous les problèmes qu'ils puissent aggraver. Et pour cette raison, l'Occident comprenait l'importance qui empêchait cette promotion de la part de leur côté. Et c'était difficile de faire changer la situation parce qu'ils ont essayé de détourner l'identité culturelle et historique au sud-est de la Russie pour faire disparaître au niveau des jeunes générations leurs sentiments qui leur permettraient de partager le destin avec la Russie, juste tout simplement pour casser les gens au sud-est de l'Ukraine, pour s'en ficher de leurs opinions. Dans ce but, ils ont financé. Évidemment, ils ont bénéficié des difficultés de la crise politique interne en Ukraine, mais quand même, ils ont préparé le coup d'État où les villes ukrainiennes ont été emparées par la violence et finalement, les radicaux ont usurpé le pouvoir à Kiev et leurs slogans radicaux qui prévoyaient la réhabilitation des adeptes néo-nazis et en proclamant la course pour annuler la langue russe dans les domaines publics, ils ont commencé à faire la pression sur les participants religieux, en fait, ce qui a résulté en déchirement ou disruption de l'Église, parce que vous pouvez même essayer, mais vous n'allez pas réussir, parce que là-bas, ils peuvent le faire. À condition que tout se fait contre la Russie, tout est possible. Et les millions des habitants ukrainiens, tout d'abord au sud-est, ont agi contre le coup d'État, comme on l'est bien connu, et ils ont commencé à être menacés par le terreur et surtout les autorités ukrainiennes ont commencé à préparer les frappes contre la Crimée russe déjà. Et comme vous connaissez, en 1954, la Crimée a été transmise de la part de l'URSS à l'Ukraine en violation stricte de toutes les procédures, de toutes les lois qui existaient à l'époque. Évidemment, nous n'avons pas pu abandonner les habitants de la Crimée et en mars 2014, ils ont fait leur choix historique où la Crimée a réuni avec la Russie et à Odessa et les manifestations pacifiques à Donetsk, à Lugansk, ils ont commencé à les réprimer. Ils ont, de la part des groupements nationalistes et non-nazis, ils ont initié le terrorisme. Tout le monde se rappelle très bien ce qui se passait à l'époque. En mai 2014, nous avons vu organiser des référendums sur le statut des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk où la majorité absolue de leurs habitants ont agi pour l'indépendance et la souveraineté. Et du coup, il y a une question apparaît. Est-ce que les gens ont pu faire part de leur volonté? Est-ce qu'ils ont pu proclamer leur indépendance? Les gens qui se trouvent ici, bien sûr, ils ont pu le faire. Ils avaient le droit absolu de le faire. En plus, en stricte conformité avec les droits internationaux, y compris le droit des peuples d'autodétermination. Ce n'est pas la peine de rappeler, mais je peux dire que l'article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies donne ce droit. Je rappelle dans ce contexte le précédent soi-disant de Kosovo. Nous avons dit à plusieurs reprises à l'époque, et je vais dire encore une fois, le précédent de Kosovo qui a été créé par les pays de l'Occident dans les situations similaires. Ils ont
estimé la séparation de Kosovo comme légitime et par la suite qui a été accompagné par le jugement de la Cour internationale. Et le 22 juin 2010, sur la base de l'alinéa 1, de l'article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies, aucune interdiction de la proclamation unilatérale ne provient pas de la pratique du principe de la sécurité et le droit international commun ne contient pas une interdiction applicable pour la proclamation de l'indépendance. Ça veut dire quoi? En plus que les partis de n'importe quel pays qui ont décidé de proclamer leur indépendance, ils ne sont pas obligés de s'adresser aux organismes centraux de leurs propres États. Ils ont écrit noir sur le blanc par leurs propres mains. Donc, est-ce que ces républiques de Donetsk et de Lugansk, ils ont eu le droit de proclamer leur indépendance? Bien sûr que oui. Cette question ne peut pas aborder autrement. Et en fait, le régime de Kiev, qu'est-ce qu'il a fait dans ce contexte? Et il a initié la guerre à toute échelle contre les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk en utilisant l'aviation, l'artillerie, les chars de combat. Ils ont commencé à bombarder et les frappes contre les villes pacifiques. Et aussi les actions de dissuasion, intimidation. En fait, qu'est-ce qui s'est passé après? Les habitants de ces républiques, ils ont pris les armes pour se protéger. Aujourd'hui, nous entendons parler comme quoi c'est la Russie qui a commencé la guerre dans le cadre de l'opération militaire spéciale. C'est un agresseur, donc on pourrait frapper le territoire russe en utilisant des armes occidentales comme quoi l'Ukraine ne fait que se défendre. Je tiens à souligner encore une fois, ce n'est pas la Russie qui a commencé la guerre. C'est le régime de Kiev qui, après la proclamation de l'indépendance et la souveraineté de la part des habitants du sud-est de l'Ukraine, qui a initié cette guerre, parce que c'est une pure agression, parce que les peuples avaient le droit de proclamer leur indépendance, et c'est le cas de l'agression. Et tous ceux qui ont favorisé la machine militaire de Kiev, ce sont les complices de l'agresseur. Et les habitants du Donbass n'ont pas accepté cette approche. Ils ont donné des ripostes aux attaquants et en les faisant sortir de Donetsk et de Lugansk. Nous espérions que ça pourrait arrêter et la Russie a commencé à demander à organiser les pourparlers qui ont commencé avec les représentants de Kiev et des républiques populaires avec l'intermédiaire de la France et de l'Allemagne. Le processus était difficile, mais quand même, à l'issue, en 2015, nous avons vu la conclusion des accords de Minsk et nous avons abordé, nous avons traité au sérieux complet et nous espérions que dans le cadre du processus pacifique, en stricte conformité avec le droit international, nous pourrions accalmer la situation pour prendre en considération les intérêts et les droits légitimes des habitants de ce territoire, à condition de préserver l'unité territoriale de l'Ukraine, parce que nous étions prêts à cette approche et nous étions prêts à convaincre les gens qui habitent ces territoires pour résoudre cette question avec cette approche. Nous avons proposé à plusieurs reprises des solutions, mais finalement, tout a été refusé. Finalement, les accords de Minsk ont été jetés dans la poubelle par Kiev et comme les représentants de l'élite de Kiev, ils ont commencé à dire avec toute franchise qu'aucun article de ces documents ne les arrangeait pas. Ils n'ont fait que tromperie l'ex-chancelier de la République fédérale d'Allemagne et le président français en tant que co-auteur, co-garant de ces accords. Plus tard, par surprise, ont reconnu directement et qu'ils ne pensaient même respecter ces accords. Ils ont voulu juste tirer en longueur, juste pour gagner du temps, pour alimenter les autorités en Ukraine avec des armes. Ils nous ont trompés tout simplement à nouveau. Et au lieu de la politique de réintégration et réconciliation nationale, le Donbass, pendant 8 ans, a été bombardé.
où les meurtres et les attentats ont été organisés pendant ces 8 ans. Les habitants du Donbass, où les enfants, les personnes âgées ont été menacés parce que les autres, ils ont dit « nous allons venir et nous allons vous rendre les dettes ». En fait, c'est quoi si ce n'est pas le cas du génocide en Europe au XXIe siècle? Et tout le monde en Europe garde le silence. Et finalement, en 2021, complètement ce processus de Minsk a été tué par Kiev. Un groupement important des forces armées ukrainiennes s'apprêtait à commencer une grande attaque contre Lugansk et Donetsk avec les attaques ethniques et les autres. Nous avons été obligés de prévenir cette catastrophe pour protéger les gens. Nous n'avons pas pu prendre une autre décision et la Russie a reconnu finalement les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ce qui ne l'a pas fait pendant 8 ans parce qu'on espérait de nous mettre d'accord, mais le résultat est bien connu. Et le 21 février 2022, nous avons conclu avec ces républiques populaires qui ont adopter les accords d'amitié. Et la question, est-ce que ces républiques populaires ont eu le droit de s'adresser à nous pour le soutien? Oui, de la même façon qu'ils ont pu de proclamer leur propre souveraineté en conformité avec les articles que je viens de citer et compte tenu des décisions de la Cour internationale. Est-ce qu'ils ont eu le droit pour l'indépendance? Oui, mais s'ils ont eu à en bénéficier, dans ce cas-là, nous avons pu conclure le traité d'amitié avec les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Je tiens à répéter, en stricte conformité avec le droit international et l'article 51 de la Charte des Nations Unies. En plus, nous avons demandé aux autorités de Kiev de faire sortir leurs troupes du Donbass. Nous avons eu des contacts à ce propos. Nous leur avons dit faites sortir les troupes immédiatement et tout finira immédiatement. Et notre proposition, de leur côté, a été complètement ignorée et refusée. Sauf que cette proposition a donné une possibilité réelle de faire conclure cette question. Et le 24 février 2022, la Russie a été obligée d'annoncer le début de l'opération militaire spéciale en s'adressant aux citoyens de la République populaire de Donetsk et de Lugansk, à toutes les populations. J'ai proclamé les objectifs, c'est de faire instaurer la paix et la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine pour faire disparaître la menace contre notre État, pour faire revenir l'équilibre au niveau de la stabilité et la sécurité globale. En faisant recours aux procédés diplomatiques et déjà pendant la première étape de l'opération militaire spéciale, notre pays a commencé à négocier avec les représentants de Kiev. Au début, se sont déroulés en Biélorussie. Par la suite, en Turquie, nous avons essayé de faire comprendre notre idée principale. Respecter la volonté des gens, faites sortir les troupes, arrêtez de bombarder les localités et les villes pacifiques. Rien d'autre est nécessaire. Les autres questions seraient résolues par la suite. Ils nous ont répondu non, nous allons nous battre. Donc, c'était la consigne de la part des parents occidentaux. Et je vais rajouter dans ce contexte qu'à l'époque, en février-mars 2022, nos troupes, comme il est bien connu, se sont approchées de Kiev. Et déjà, il y a beaucoup de spéculations à l'époque qui est actuellement à l'Occident. Et qu'est-ce que je peux dire dans ce contexte? C'est vrai, nos unités militaires étaient à côté de Kiev et les représentants des milieux militaires et diplomatiques, ils ont eu différentes propositions. Mais il n'y a aucune idée de faire l'assaut de la ville avec 3 millions d'habitants, n'existait pas. En fait, c'était une opération pour faire le régime de Kiev à suivre l'approche pacifique juste
pour faire Kiev chercher et trouver les résolutions pacifiques et arrêter les bombardements contre le Donbass et qui ont commencé en 2014. En plus, qui représentent une menace pour notre pays, pour notre sécurité. Et par surprise, finalement, on a réussi à avoir des accords qui arrangeaient dans l'ensemble Moscou et Kiev. Ces accords ont été mis sur le papier et ont été paraphés à Istanbul par le chef de la délégation de Kiev. Ça veut dire que ces accords et ces résolutions de la question arrangeaient les autorités de Kiev. Le document s'appelait le traité sur la neutralité permanente et la sécurité de l'Ukraine, qui avait le caractère universel, suivait nos objectifs dans le but de résoudre les tâches annoncées au début de l'OMS, même si ça pourrait paraître étonnant concernant la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Et dans ce contexte, nous avons réussi à trouver des solutions complexes. Ils étaient complexes, mais quand même, nous avons réussi à les trouver. Je sous-entends l'adoption de la loi qui prévoyait l'interdiction de l'idéologie néo-nazie en Ukraine, parce que tout cela a été prescrit dans ce document. En plus, en échange des garanties internationales, l'Ukraine est obligée de réduire leurs forces armées, en plus et s'engager à ne pas joindre les alliances et les unions militaires pour ne pas faire apparaître les contingents militaires sur leur territoire. Tous ces éléments, tous ces points ont été écrits sur le papier. De notre côté, en comprenant les préoccupations de l'Ukraine concernant sa sécurité, nous avons accepté le fait que l'Ukraine, sans adhérer à l'OTAN, il a pu bénéficier des règles de soutien dont les membres de l'OTAN jouissent, mais parce que nous comprenions les préoccupations de la sécurité de l'Ukraine. Et en principe, on n'était pas contre les formulations proposées par Kiev. Et dans l'ensemble, on ne s'opposait pas, en comprenant que l'essentiel, c'était d'arrêter le conflit dans le Donbass. Et en mars 2022, nous avons fait sortir et nous avons éloigné nos troupes de Kiev parce qu'on nous a rassuré qu'il fallait créer des conditions pour résoudre le conflit. Et comme nos collègues occidentaux, ils nous ont dit on ne peut pas résoudre cette question avec un pistolet à côté de la tête, à côté de l'armier. Mais en fait, le lendemain, après le retrait des troupes, la Russie a suspendu sa participation, on a organisé une provocation bien connue de Boutcha en refusant de la façon unilatérale de suivre ces accords. Et je pense qu'aujourd'hui, il est évident que cette sale provocation était nécessaire parce que le chemin vers la paix a été refusé à nouveau. Et comme nous le comprenons parfaitement bien, suivant les consignes des parents occidentaux, y compris l'ex-premier ministre britannique qui, pendant sa visite récemment à Kiev, a dit « Aucun accord avec la Russie, nous devons assurer la défaite stratégique de la Russie sur le champ de bataille ». Et ils ont commencé à alimenter richement l'Ukraine avec des armes. Et comme je tiens à rappeler, comme ils veulent assurer la défaite stratégique contre notre pays, et comme il est universellement connu, le président ukrainien a proclamé le décret dans lequel il s'est interdit aux représentants de Kiev de négocier avec Moscou. Et cet épisode est ce cas avec notre tentative de résoudre le problème par des procédés pacifiques a fini par rien avoir à nouveau. En revenant au sujet des négociations, dans cette salle, peut-être j'aimerais faire part de notre cas, de notre épisode, parce que comme on a dit devant un grand public,
Mais certains des gens qui y assistent, après le fait que l'armée russe a pris certains territoires des régions de Kherson, de Zaporogie, beaucoup d'hommes politiques aux Européens ont proposé leurs initiatives et l'un d'entre eux était en visite le 5 mars 2022 et grâce à sa médiation, nous avons accepté ces efforts, d'autant plus qu'au cours de la conversation, il a fait référence au soutien de la part des leaders de la France, de l'Allemagne et des représentants haut placés des États-Unis. Au cours de cette conversation, notre invité étranger s'est intéressé et vraiment un épisode très intéressant. Si vous aidez le Donbass, pourquoi les troupes russes se trouvent au sud-est de l'Ukraine, y compris les régions de Kherson et de Zaporogie? Notre réponse était la suivante. C'était la décision de l'état-major général de la Russie concernant la planification de l'opération militaire spéciale. C'était juste l'idée de contourner les territoires blindés au sud-est de la Russie, surtout pour assurer la libération. Et en fait, comme c'est un professionnel, c'est un invité étranger, il nous a demandé est-ce que les troupes russes vont rester dans les régions de Kherson et de Zaporogie et qu'est-ce qui va se passer avec ces troupes une fois que les objectifs de l'OMS soient atteints? J'ai répondu, on n'exclut pas la souveraineté ukrainienne par rapport à ces territoires, à condition que la Russie ait un lien sûr par la terre avec la Crimée. Ça veut dire l'Ukraine devrait garantir ce qu'on appelle le droit de servitude entre la Russie et la Crimée. Et bien sûr, naturellement, la version finale aurait pu être adaptée, pas à l'unanimité, mais seulement après les consultations avec le Conseil de sécurité et d'autres organismes, après une large discussion avec nos citoyens, avec les associations et aussi évidemment avec les habitants de Zaporogie et de Kherson. C'est ce que nous avons fait finalement. Nous avons demandé l'avis de ces gens-là, nous avons organisé le référendum comme les gens ont décidé, y compris dans les régions de Zaporogie et de Kherson et dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et à l'époque, en mars 2022, ce partenaire, au cours des négociations, nous a informé qu'au futur, il devrait se rendre à Kiev pour continuer ces discussions dans la capitale ukrainienne, à Kiev. Nous n'avons que salué, comme les autres initiatives pour mettre fin à ce conflit, parce que chaque jour prévoyait des victimes, mais comme nous avons bien entendu, l'Ukraine n'a pas accepté les prestations de l'invité étranger occidental. En plus, ils l'ont accusé du fait que cet homme politique prenait la position pro-russe. Mais ce ne sont que des détails. En ce qui concerne, la donne a complètement changé. Les habitants des régions de Kherson, de Zaporogie, ils ont fait part de leur position et dans les régions de Kherson, de Zaporogie, comme dans les deux républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ils sont devenus membres de la Fédération de Russie et maintenant, ce n'est plus question de l'unité parce que l'envie de cette population est intouchable, c'est une question résolue indéfiniment pour l'éternité. Et maintenant, aujourd'hui, ils essayent de tout faire pour faire prolonger ce conflit parce que l'Occident a essayé d'initier l'agression entre l'Ukraine et la Russie et certains hommes politiques commencent à parler de la possibilité de placer leurs troupes irrégulières sur le territoire ukrainien, mais les vrais parents de l'Ukraine, malheureusement, ce n'est pas la population ukrainienne, ce sont plutôt les élites globalistes d'outre-mer. Ils essayent de mettre le fardeau de la prise des décisions populaires, impopulaires, y compris la réduction de l'âge des appelés, parce qu'actuellement, il s'agit de 25 ans. Probablement, ils vont passer à 23 ans ou à 18 ans, ou carrément, ils vont réduire l'âge pour faire appeler dans l'armée jusqu'aux 18 ans. Évidemment, tous les hommes politiques vont prendre ces décisions non populaires auprès de la population. Après, les autres vont incomber toute la responsabilité et ils vont les mettre dans la poubelle.
mais ils vont mettre de nouvelles personnes aux autorités. Et après, c'est lié avec cette idée des élections présidentielles et extraordinaires en Ukraine, parce qu'ils essaient de faire adopter ces décisions non populaires. Et dans ce contexte, j'aimerais rappeler qu'ils essayent de ne pas se rappeler à Kiev, mais comme à l'Occident. De quoi il s'agit? Déjà en mai 2014, la Cour constitutionnelle ukrainienne a décidé que, maintenant je cite, le président est élu pour 5 ans, indépendamment du fait s'il est élu au cours des élections ordinaires ou extraordinaires. D'autant plus, la Cour constitutionnelle de l'Ukraine a marqué que le statut constitutionnel du président ne contient pas de normes qui puissent établir un autre terme au lieu du quinquennat. C'est la fin de la citation, le point. La décision de la Cour était finale sans faire appel. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la situation actuelle? Le délai du président ukrainien s'est achevé avec sa légitimité qui ne peut pas être instaurée par quelques approches ruses. Je ne veux pas parler du sous-sol de la décision prise. Évidemment, cette décision était liée avec les tentatives de légitimiser le coup d'État de 2014. Mais quand même, cette sentence, cette décision existe, c'est un fait juridique qui met en doute de justifier ce spectacle avec les élections annulées. En fait, cette page tragédique de l'histoire ukrainienne a commencé par la prise du pouvoir par le coup d'État illégitime à Kiev. En fait, la source de l'existence de ces autorités, de ce régime à Kiev, maintenant, ce sont des groupements armés, ce sont les gens qui ont usurpé et qui bénéficient toujours de ces pouvoirs de la façon illégitime. D'autant plus, l'annulation de ces élections, c'est juste la manifestation du caractère interne du régime de Kiev qui a pris ses racines à l'issue du coup d'État de 2014, parce que c'est là-dedans que se trouvent ses racines. En fait, l'annulation des élections, parce qu'ils essaient s'acharner aux élections, c'est interdit par l'article 5 de la Constitution de l'Ukraine qui dit clairement le droit de définir l'ordre constitutionnel de l'État n'appartient qu'au peuple. Il ne peut pas être usurpé par les autorités de l'exécutif et les places d'organismes. En plus, c'est géré par l'article 109 du Code pénal de l'Ukraine qui parle de la transformation par violence ou de la prise du pouvoir et du complot dans le but de commettre ces actions. Et à l'époque, en 2014, ils ont justifié ces actions par la révolution. Actuellement, ils agissent de la même façon, mais il s'agit du complot entre la Rada supérieure, le président, les milieux dirigeants, juste dans le but d'usurper le pouvoir. Et ce qui représente un crime pénal d'après les lois ukrainiennes. En plus, la Constitution ukrainienne prévoit la possibilité d'annuler ou d'ajourner les élections présidentielles. Parce que même dans les conditions de l'État militaire, qu'est-ce que nous voyons comme norme dans le droit ukrainien? Les élections peuvent être ajournées par la Rada supérieure qui est prévue par l'article 83 de la Constitution. Donc, la législation ukrainienne a prévu un seul cas où les fonctionnements de l'exécutif sont prolongés pour la durée des élections et ça ne concerne que le fonctionnement de la Rada supérieure. Donc, ils ont défini le statut du Parlement ukrainien en tant qu'un seul organisme en fonctionnement au cours
et dans le cas de l'état de guerre. C'est le seul organisme légitime parce qu'en plus, l'Ukraine, ce n'est pas une république présidentielle, c'est une république parlementaire. Donc, le président de la Rada supérieure qui agit par intérim comme président, conformément aux articles 106 et 112, il commence à bénéficier des autorités dans le domaine de la sécurité du point de vue du commandement supérieur des forces armées. Tout cela, c'est bien décrit noir sur blanc dans la Constitution. En plus, dans le premier semestre de l'année en cours, l'Ukraine a passé plusieurs accords de soutien avec plusieurs États européens. Maintenant, nous voyons apparaître un document similaire entre l'Ukraine et Washington, mais depuis 21 mai dernier, il y a une question sur la légitimité des représentants ukrainiens qui signent ce type de document qui se pose. Pour nous, c'est égal, mais quand même, ils peuvent signer tout ce qu'ils veulent. Mais évidemment, il y a des composants de la propagande parce que les États-Unis et leurs satellites veulent soutenir les gens qu'ils ont placés, mais quand même si aux États-Unis, si on organise une expertise juridique sérieuse de ces accords, parce que je parle du fond de ces accords, mais je parle du composant juridique, du coup, on va voir apparaître une question qui et avec quel pouvoir a signé ces documents, parce que finalement, s'il nous s'avère que c'est du bluff et le document, le traité est nul et ce mécanisme va disparaître, mais à condition qu'il y ait l'envie d'analyser la situation. Parce qu'on pourrait faire semblant que tout se passe bien, normalement, mais ce n'est pas le cas. Dans la constitution ukrainienne, c'est bien décrit. En plus, après le début de l'OMS, l'Occident initier une campagne à toute échelle contre la Russie. C'est devenu évident qu'ils ont échoué dans cette tentative, mais dans leur idée de construire quelques coalitions anti-russes, entre guillemets, l'Occident n'a pas refusé cette approche, mais ils ont commencé à promouvoir l'initiative d'organiser en Suisse la conférence internationale de haut niveau sur l'Ukraine. En plus, ils pensent organiser cette conférence juste après le sommet de G7, c'est-à-dire le sommet de ceux qui ont mené cette politique et qui a résulté en conflit en Ukraine. C'est juste encore une dérobade et faux semblant pour cacher les racines de la crise en Ukraine et dans quelque sens pour faire semblant la légitimité du fonctionnement des autorités ukrainiennes. Donc, il devient tout à fait logique qu'aucune question fondamentale qui se trouve dans le fond de la crise de la sécurité et la stabilité internationale, les vraies racines de ce conflit en Ukraine, bien sûr, ils ne vont pas aborder en Suisse, malgré toutes les tentatives d'enrichir l'agenda de cette conférence. On peut attendre déjà que tout va finir juste par la démagogie et une nouvelle liste des accusations contre la Russie. On peut le lire partout parce qu'ils essaient juste de faire participer de nombreux États et de faire semblant comme quoi les recettes et les règles occidentales sont partagées par la majorité absolue internationale. Donc, notre pays devrait les accepter absolument. Mais comme vous savez très bien, notre pays n'a pas été invité à la conférence en Suisse parce qu'en fait, ce ne sont pas des négociations, c'est juste la tentative de faire promouvoir leur ligne, de faire résoudre les questions qui touchent nos intérêts, notre sécurité, selon leur vision, sans participation de la Russie. Je tiens à souligner que sans dialogue juste et honnête avec nous, avoir une résolution pacifique de l'Ukraine concernant la stabilité et la sécurité européenne et occidentale n'est pas possible du tout. Parce qu'aujourd'hui, ils interdisent à Kiev de négocier avec toute l'hypocrisie. Ils essayent de faire appel à nous de négocier. Mais on fait parents comme si on était idiots. De l'autre côté, ils interdisent de négocier avec nous et par rapport à nous,
ils nous appellent à négocier avec eux. Mais c'est vraiment de n'importe quoi. Parce que c'est une sorte du fond derrière le miroir. Au début, au moment où ils pourraient demander à Kiev d'annuler l'autre interdiction de négocier avec la Russie, parce que nous sommes prêts à nous mettre devant la table pour négocier déjà demain. Mais déjà, selon la constitution ukrainienne, comme je viens de dire, il y a des représentants légitimes des autorités ukrainiennes. Nous sommes prêts, mais les conditions pour le début, cette négociation est extrêmement simple. Je vais prendre juste quelques minutes pour expliquer à nouveau toute la logique des événements qui se suivent. Parce que nous avons toujours suivi cette approche, cette position, parce que nous avons déjà aspiré à la paix. Donc, ces conditions basiques sont extrêmement simples. Les troupes ukrainiennes doivent être retirées complètement de la République populaire de Donetsk, de Lugansk, des régions de Zaporožie et de Kherson. Surtout, elles doivent être retirées de territoires complets de ces régions dans le cadre de leurs frontières à l'époque sont adhérées à l'Ukraine, à condition que les autorités ukrainiennes sont prêtes à respecter cet accord et quand ils informent officiellement leur intention de refuser l'envie de s'adhérer à l'OTAN, immédiatement, nous allons demander à nos troupes d'arrêter le feu. Nous allons le faire immédiatement. Évidemment, dans le même temps, nous allons garantir le retrait des troupes ukrainiennes sécurisées et de leurs unités. Et cette décision concernant le retrait des troupes, le statut hors bloc, hors alliance et l'envie de négocier avec la Russie à condition que ces décisions soient prises à Kiev de la façon autonome, à condition de respecter les vrais intérêts du peuple ukrainien, mais sans suivre les consignes occidentales. Sauf qu'à ce propos, il y a de grands doutes. Et dans ce contexte, je tiens à répéter encore une fois et rappeler, comme j'ai déjà dit, parce que j'aimerais faire part de la chronologie de ces événements. Il suffit juste de mettre quelques minutes. Au cours des événements du Maïdan, en 2013-2014, à Kiev, la Russie a proposé à plusieurs reprises son rôle intermédiaire pour résoudre la crise en Ukraine. Si on revient à la chronologie des événements du février 2014, le 18 février 2014, des oppositions provoquées ont commencé, les gens ont été incendiés dans la maison des unités à Odessa et les gens ils ont commencé à attaquer les représentants des forces de l'ordre public. Ça veut dire qu'ils ont essayé de tout faire pour radicaliser la situation et les gens qui se trouvaient dans les rues de Kiev et qui montraient leur mécontentement des pouvoirs ukrainiens, ils les ont utilisés comme la chair aux armes et de la même façon, ils organisent la mobilisation actuellement en Ukraine, mais quand même, déjà à l'époque, cette possibilité d'avoir une résolution pacifique existait. Le 21 février, un accord a été signé entre le président ukrainien à l'époque et les représentants de l'opposition sur le règlement pacifique de la crise, où les garants, c'était les représentants de la France, de l'Allemagne et de la Pologne, et parce que cet accord prévoyait au retour la présidence parlementaire, l'instauration du gouvernement de confiance nationale et aussi le retrait des forces armées de Kiev à condition qu'ils vont rendre leurs armes. En plus, la Rada supérieure a aussi adopté une loi qui a exclut les persécutions criminelles des gens qui avaient participé à ces événements. Cet accord a été signé, sauf qu'à Kiev et à l'Occident, ils essayent de ne pas se rappeler cet accord. Et aujourd'hui, je vais rajouter plus. Je vais citer encore un fait très important qui n'a pas été annoncé devant un grand public. Déjà, dans les mêmes heures, le 21 février, à l'initiative de la
partir ukrainienne. À l'époque, c'était ma conversation avec mon homologue américain où le cœur, où le leader américain a soutenu les initiatives du président américain et de l'opposition ukrainienne a soutenu complètement pour que cette violence ne dépasse toutes les limites et frontières imaginables. Nous avons élaboré en commun la formule parce que la Russie va essayer de convaincre le président ukrainien d'agir de la façon modeste la plus possible et retenue. Et de l'autre côté, les États-Unis, respectivement, ils vont appeler la position à l'ordre à condition de libérer les bâtiments administratifs pour que les Russes puissent se calmer dans le but de créer les conditions du retour de la vie dans le pays, dans le domaine constitutionnel. En plus, on s'est mis d'accord de travailler en commun, tous les deux, dans le but d'assurer la prospérité de l'Ukraine. De l'autre côté, nous avons respecté complètement notre parole et le président ukrainien à l'époque, M. Yanukovych, qui ne pensait pas du tout utiliser les forces armées. Il ne l'a pas fait, d'autant plus. Même les unités supplémentaires de la police, ils ont été retirées. Et les collègues occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la nuit du 21e jusqu'au 22 février et pendant toute la journée, quand le président Yanukovych est parti à Kharkov pour participer à la conférence des élus du sud-est de l'Ukraine et malgré toutes les garanties, les autres ont pris le contrôle au-dessus de la Rada supérieure et de la présidence et aucun garant de tous ces accords sur le règlement politique, ni les États-Unis, ni les Européens, ils n'ont rien fait pour respecter leurs engagements, pour appeler l'opposition à libérer les bâtiments administratifs pris. Ça veut dire que cette évolution des événements les a arrangés et apparemment, on pense que c'était des auteurs de faire évoluer ces événements dans ce sens-là. Et déjà, le 22 février 2014, la Rada supérieure en violence de la Constitution, il a destitué le président Yanukovych et a proclamé les élections extraordinaires le 25 mars. Ça veut dire que le coup d'État a eu lieu. Ils ont plus bénéficié du soutien direct. Ils ont sapé toutes les tentatives de régler la situation. Par la suite, nous avons demandé aux capitales européennes comme Kiev de respecter les libertés et les droits des gens. Non. Le régime qui a pris le pouvoir à l'issue du coup d'État et le printemps 2014, il a initié les actions terroristes contre les gens. À nouveau, la Russie à la paix. Mais quand même, ils ont envoyé les détachements punitifs. Et les autorités de Kiev ne voulaient pas du tout respecter ces accords pacifiques, sauf que sur leur parole, les collègues occidentaux et le patron de la Maison-Blanche, ils nous ont dit que à Kiev, ils voulaient respecter le processus pacifique, ce qui va permettre de stabiliser la situation en Ukraine compte tenu de respecter les envies et les libertés de la population au sud-est de l'Ukraine. Et au lieu, ils ont envoyé des détachements punitifs contre les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et finalement, les accords de Minsk ont été enterrés par les mains des représentants de l'Occident. Et comme j'ai déjà dit, la Russie a été obligée pour protéger la population pacifique de ces gens-là. Et depuis les premiers jours, nous avons avancé les hypothèses, les propositions diplomatiques pour faire résoudre cette crise. Je parle des pourparlers à Minsk, à Biélorussie, en Turquie, surtout je parle des accords d'Istanbul qui ont été agréés par tout le monde. Mais finalement, ces tentatives, à nouveau, ont été
refuté, et parce qu'à Kiev, à l'Occident, ils ont pris la cause pour assurer la défaite contre nous. Mais quand même, comme il est bien connu, ils ont échoué et à nouveau, nous faisons aujourd'hui une autre proposition concrète, pacifique. Si à Kiev et si dans les capitales occidentales, ils refusent à nouveau, c'est leur affaire. C'est leur responsabilité politique et morale pour le sang qui s'écoule. Parce que tout ce qui se passe sur la terre, sur le front, évidemment, ça va évoluer et pas au profit du régiment de Kiev. Et autrement, les conditions pour entamer les négociations seront différentes. Je ne parle pas du cessez-le-feu temporaire comme l'Occident le veut pour faire enrichir les ressources ukrainiennes parce qu'ils subissent des pertes. Ils ne parlent pas, il ne s'agit pas du gel de ce conflit. Je parle de l'achèvement final de ce conflit. Et dès qu'à Kiev, ils acceptent cette proposition de notre côté, à condition qu'ils acceptent de retirer leurs troupes des républiques populaires de Donetsk, de Lugansk, des régions de Kharkov et de Zaporogie, nous sommes prêts à entamer ces négociations immédiatement. Notre position prévoit le statut non nucléaire neutre sans bloc de l'Ukraine, d'autant plus que ces paramètres ont été complètement soutenus déjà au cours des négociations d'Istanbul 2022, où on parlait de la démilitarisation, tout cela était bien décrit, le nombre de chars de combat, on s'est mis d'accord sur tous les points déjà à l'époque. Bien sûr, il faut assurer complètement et garantir la liberté et les droits des gens russophones de l'Ukraine, reconnaître les nouvelles réalités territoriales, le statut de Sébastopol, de la Crimée, le statut des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, qui est région de Kharkov et de Zaporogie en tant qu'entité régionale de la Fédération de Russie, et ce qui doit être consolidé par les accords et les traités universels avec l'annulation complète de toutes les sanctions possibles contre la Russie, parce que ça pourrait permettre d'achever complètement la guerre en Ukraine, parce que ça vous permettrait de tourner une nouvelle page de l'histoire pour qu'on puisse restaurer les relations de bon voisinage entre la Russie, l'Ukraine et dans l'ensemble en Europe. Avec la résolution de la crise ukrainienne, en commun avec nos partenaires de la TSC, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui donne et assure une grande contribution fructueuse dans la résolution de la crise ukrainienne avec la participation des États occidentaux européens, nous sommes prêts au dialogue et nous pourrions entamer la résolution des tâches fondamentales. Je parle du système de la sécurité eurasiatique indivisible compte tenu de respecter les intérêts de tous les participants, de tous les États membres. Évidemment, il s'agit du retour à notre proposition qui ont été avancées il y a 2 ans. Ce n'est plus possible par rapport à ce qui s'est passé en 2021 parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, les circonstances ont changé, mais quand même, le cœur de ce sujet reste intouchable parce que la Russie est consciente de sa responsabilité dans la sécurité et stabilité globale et confirme sa bonne volonté de coopérer et d'avoir ce dialogue avec tous les États. Mais il ne s'agit pas d'une quelque imitation juste pour protéger les intérêts de quelques-uns, parce qu'il s'agit d'une vraie conversation sur tout l'ensemble, sur tout l'éventail des sécurités globales. Chers collègues, je suis sûr que vous tous, vous comprenez les tâches ambitieuses de grande échelle face auxquelles la Russie se trouve, parce que nous devons faire aussi beaucoup dans le domaine de la politique extérieure et je vous souhaite beaucoup de succès dans le cadre de ce travail difficile dans le but de consolider les positions et la sécurité de la Russie dans le monde entier pour promouvoir les processus d'intégration en commun avec nos partenaires. Et évidemment, les dirigeants du pays vont toujours
appuyer le ministère des Affaires étrangères et tous ceux qui participent à la mise en place de la politique extérieure de la Russie avec tout le soutien complet. Merci à vous tous de votre travail. Merci de votre patience, de votre attention par rapport à ce que vous avez entendu et je suis sûr que nous allons tout réussir. Merci beaucoup à vous tous. Monsieur le Président, merci beaucoup tout d'abord de votre estimation de notre travail, parce qu'évidemment, nous faisons de notre mieux et la vie nous oblige d'essayer encore mieux et nous allons le faire parce que tout le monde comprend aujourd'hui que c'est indispensable pour les destins de notre pays, de notre peuple et aussi pour les destins du monde entier. Votre commission de détailler le Conseil de la sécurité eurasiatique, évidemment, chacun va agir avec une approche maximum concrète avec les représentants des autres organismes, surtout dans le contexte d'établir le sécurité et le système de sécurité indivisible à condition de respecter les mêmes principes pour résoudre les situations de crise, surtout parmi lesquelles la situation en Ukraine a la priorité absolue pour nous et votre nouvelle initiative serait utilisée par nous dans toutes les situations possibles, aussi dans notre travail, dans le cadre de fonctionnement de l'OTC, de l'Organisation de coopération de Shanghai, avec la République populaire de Chine, au cours de notre coopération avec l'Amérique latine, de l'Afrique, qui ont avancé leurs initiatives, mais qui sont toujours complètement ignorées par ceux qui gèrent l'Ukraine. Merci à nouveau, nous allons essayer à nouveau.